Merci Arlette Farge d'être là, d'être avec Entretemps pour échanger, pour dialoguer sur votre travail qui a commencé par une thèse Oui. soutenue en 1972 sur le vol des aliments à Paris au XVIIIe siècle, qui s'est poursuivie à travers une quantité de chantiers, de livres. Citera évidemment le désordre des familles en 82 avec Michel Foucault, et puis d'autres livres, des livres très marquants, je dirais, marquants même dans leur date, 89, Le goût de l'archive, moment où finalement, au moment où on commémore la Révolution française, eh bien vous démocratisez les archives par cette plongée qui rend les archives visibles à beaucoup de personnes qui ne les connaissaient pas, ces archives du XVIIIe siècle. Et puis vous poursuivez votre travail à la fois en vous intéressant à l'oralité des petites gens, mais aussi à la quotidienneté, au cours ordinaire des choses, autres titres, au corps, mais à la foule aussi. Et puis, progressivement, je dirais, vous construisez ce qu'on peut appeler une œuvre d'historienne, qui ne cesse de croiser des problématiques historiographiques contemporaines. Vous avez été une des grandes animatrices du séminaire d'histoire des femmes à l'EHESS, là où vous étiez aussi, vous teniez séminaire le mercredi, me semble-t-il, Oui. pendant des années, avec à la fois seul et puis accompagné aussi d'historiens et d'historiennes. Je pense à Pierre Laborie, dont on parlera peut-être plus tard. Alors, bon, Arlette Farge, c'est une figure. Et alors, on avait envie, entre-temps, d'aller derrière la figure, c'est-à-dire de creuser, peut-être derrière ce personnage, d'une certaine manière, que vous êtes devenu dans l'historiographie française. On avait envie de travailler autour de ça, parce qu'à Entre-temps, nous nous intéressons à justement tout ce qui se fait dans les écarts, tout ce qui se fait dans le frottement. Et Arlette Farge, vous êtes de celles qui nous ont, pour ma génération et pour la génération qui vient après, vous avez ouvert des portes. Et voilà, on voulait revenir sur tout cela. Et je voulais commencer l'entretien en vous interrogeant sur, au fond, ce cheminement. Parce qu'il y a un cheminement. Votre dernier livre, à la découverte, Les vies oubliées, est je dirais, une pierre, après bien des pierres. Et la première pierre, c'est votre thèse. On sait l'importance de la thèse. On le constate quand on travaille sur les parcours d'historiens et d'historiennes, combien c'est un moment fondateur. Et cette thèse, vous la faites avec Robert Mandrou. Oui, bon, c'est une présentation tellement intimidante que je vais essayer de vous répondre. Oui, cette thèse, je la fais avec Robert Mandrou, qui à l'époque tenait un séminaire très connu finalement à l'école des hautes études, et qui a eu la gentillesse de me prendre comme thésarde alors que je sortais du droit et que j'abandonnais mes études de droit. Et donc, en fait, la rencontre avec lui, d'abord, c'est un homme, évidemment, moi, je l'ai trouvé en tout cas exceptionnel, très étonnant par
ses recherches et travaillait à ce moment-là sur la sorcellerie. Donc effectivement, les archives judiciaires étaient aussi son domaine, ce qui fait qu'il peut me conduire, alors que je sortais du droit, il peut me conduire directement dans le monde des archives de police. Et il avait cette chose qui, bon, je suivais son séminaire avec beaucoup d'assiduité, sans dire un mot, parce qu'il y avait des grands personnages en plus dans le séminaire, mais ce qui m'avait absolument frappé, et ce que j'avais aimé énormément chez lui, c'est qu'il y avait 2 heures de séminaire, bien sûr. La première heure, c'était sur ses recherches. Et la deuxième heure, il prenait un livre d'histoire qui venait de paraître et il en faisait la critique. Mais alors, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire parce qu'il avait cette espèce de courage qu'on n'a peut-être plus maintenant. Il pouvait être extrêmement violent vis-à-vis d'un livre qui venait de sortir et qu'on avait tous envie de lire, dont on ne savait pas grand-chose. Et j'avais été très, très marquée, très profondément marquée par son esprit critique, par son intelligence, d'une subtilité extraordinaire, qui était mêlée à une sensibilité qu'il cachait, effectivement, assez profondément. Et donc, vraiment, son séminaire, pour moi, ça a été tout le temps de ma thèse et un petit peu après, ça a été comme si j'étais dans une école, enfin, une école où à la fois il y avait le savoir et la critique du savoir. Et je crois que c'est ça qui m'a intéressée. Mais cette thèse, elle a une base quand même très quantitative. Oui, enfin, le quantitatif, on était obligé d'y passer, j'avais compris, pour faire la thèse, puis c'était la grande époque de la démographie et tout ça. Moi, c'était pas vraiment je sais pas, l'endroit où je me sentais le plus à l'aise. Donc, oui, le vol d'aliments, en plus, il n'y en avait pas tellement. Je sais pas, 1800 ou quelque chose comme ça. Donc, faire des statistiques là-dessus, quand même, ça m'a pas entraîné très loin. Mais en fait, ce qui était... Si j'avais choisi ça, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure le mot démocratiser. Et ça, pour moi, c'est très bouleversant comme terme. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça veut dire que si j'ai choisi le vol d'aliments, c'est que j'ai choisi vraiment un vol au XVIIIe siècle et un vol de peu, par des gens encore moins, si j'ose dire, je n'aime pas parler comme ça, mais dans le dénuement. Donc, c'était déjà une prise de position pour moi d'entrer dans ce monde-là. Mais en fait, je crois que dès qu'on ouvre une archive, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, dès que j'ai ouvert les archives, l'archive, j'ai vu que j'étais dans un flot de vie dont j'avais compris qu'elles n'avaient pas encore été travaillées. Et donc c'est vrai que pour moi ça a été aussi le deuxième choc. Il y avait déjà ce que Robert Mandrou pouvait enseigner. Et d'autre part, il y avait je savais à ce moment-là, et aux archives nationales on me le disait, que ces archives étaient ouvertes pour la première fois. Elles n'étaient même pas dans des boîtes, elles étaient sanglées. L'humidité les avait rendues et la poussière noire complètement. Non, on pouvait travailler, il fallait se laver les mains, etc. Et ça donnait en même temps, voilà, il fallait vraiment chercher, aller se dire que là il y avait non pas des secrets, mais des vérités qu'il allait falloir mettre au jour pour que, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'elles puissent être transmises. Parce que j'avais compris par l'enseignement de Robert Mandrou, voilà, qu'il fallait toujours se méfier du système global qui linéarisait tout, qui expliquait tout, qui allait de A à Z, et que les vies qui fabriquent l'histoire, et ça il le disait beaucoup, les vies qui fabriquent l'histoire, elles ont des cassures, elles ont des brisures, elles ont autant de grandes joies que de grandes désespérances. Et j'avais envie d'aller au fond de ça. On a quand même le sentiment que cette formation juridique que vous avez évoquée est importante parce que vous dites qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est comme si c'était de la jurisprudence, non? Oui, bien sûr. C'est comme si... Et en vous écoutant, je pensais à ça, je me disais, mais c'est comme si c'était des cas qui faisaient histoire de... Oui. et progressivement,
c'est bien de cela dont il a été question dans votre travail, c'est-à-dire comment, à partir de situations qui étaient relevées, écrites par des lieutenants de police, c'est comment on caractérise, on qualifie, on construit des sujets sociaux. Pour répondre à votre question, quand j'étais pour la première fois dans les archives de police, tout de suite, je me suis dit, oh non mais d'accord, je vais faire sur le vol d'aliments, mais il y a tellement d'autres choses. J'avais compris que j'étais en face d'un territoire qui était tellement étonnant, tellement extraordinaire, que déjà à ce moment-là, j'avais envie de tout travailler. Donc, l'attitude qu'il a fallu que j'aie et aussi le moyen de chercher, enfin, il a fallu que je me donne des objets de recherche qui étaient extérieurs pour ensuite aller dans les archives voir si mes hypothèses étaient valables et surtout pour faire surgir un nombre d'événements sociaux minuscules qui me paraissent, qui sont minuscules, mais qui étaient extrêmement bavards. L'archive de police, bien sûr, elle est biaisée, c'est sûr, parce qu'on est face à un interrogatoire, on n'est pas voilà, dans une tranquillité absolue, mais ils sont accompagnés de tellement de témoignages à l'époque, et la transcription est tellement soignée, il y a vraiment tellement de précision, elle est tellement, les greffiers écrivent tant de détails, qu'on se trouve immergé presque contre sa volonté. Donc déjà, dès le vol d'aliments, je me disais, mais... Bon, ben, je vais faire la thèse, mais je savais déjà que ces archives de police m'avaient prise. Enfin, elles ne m'ont pas rendue prisonnière. Elles vous ont imposé d'une certaine manière aussi une temporalité, ces archives. Oui, absolument. Parce que... je veux dire, quand je vois qu'on dit et alors elle est restée tout le temps dans les archives, je me dis, mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils voudraient que j'ai été ailleurs? Pour moi, c'était l'évidence, vraiment l'évidence, qu'à partir des archives, j'allais toucher à un nombre de... Je ne sais pas, j'ai travaillé sur l'opinion publique, j'ai travaillé sur la voix, j'ai travaillé, oui, sur la souffrance. Mais ces hypothèses-là, ces éléments-là, je crois que la littérature contemporaine, je veux dire celle du XVIIIe, celle de Louis-Sébastien Mercier, par exemple, est très importante, parce que ces hypothèses, en fait, vous les construisez à la fois avec ce que les historiens et historiennes qui sont vos collègues produisent, et puis un usage très particulier par exemple des tableaux de Paris de Mercier. Oui. C'est comme ça que vous construisez vos hypothèses, c'est-à-dire sur le rapport au corps, sur tel et c'est tel... pas à partir de Mercier que je choisis un objet de recherche. C'est comme vous le disiez aussi, c'est parce qu'après, bon, je suis beaucoup de séminaires à l'école, je m'immerge dans l'école d'études, qui est quand même, c'est une chance extraordinaire parce que les rencontres sont pluridisciplinaires. Mais donc, c'est vrai que là, je suis le séminaire de Revel, le séminaire de Roger-Chartier, donc je suis déjà dans un état de processus d'interrogation très divers. Et après, c'est en fait l'immersion, c'est le mot que je crois important, dans les archives qui me font faire attention à tel ou tel... alors évidemment, les tableaux de Paris m'ont aidé plutôt à confirmer ce que je faisais qu'à informer avant, en amont. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose d'une volonté toujours, je ne sais pas, d'un écart, enfin d'un engagement qui pourrait être aussi un engagement de type politique, entre guillemets, qui est celui de faire surgir ce qui n'a pas été vu, souvent, et de parvenir en fait à rendre transmissible pour un public ce qui n'est jamais dit pour le XVIIIe, qui est le siècle des Lumières, etc. On dirait qu'il se promène tranquillement jusqu'à la Révolution. Et puis, évidemment, les rencontres que j'ai pu faire, comme celle avec Michel Foucault, bien sûr, donc, sont très, très importantes, qui arrivent comme ça, même
Par hasard, quand même, par hasard. Mais le hasard, c'est aussi dans les archives et dans cet emploi du temps qui est construit, puisque j'ai pu en être témoin, de vos semaines aux archives. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des campagnes aux archives, vous allez quotidiennement, quasiment, aux archives, ce qui est un rapport assez inversé, même si vous dites il y avait des questions et j'essayais de voir comment les archives pouvaient nourrir ces questions, y répondre. En fait, vous êtes parmi celles et ceux qui ont aussi proposé autre chose, c'est-à-dire d'aller dans les archives, de prêter attention, et à partir de là, de faire remonter des figures, mais aussi toute une trame du XVIIIe qui à la fois se nourrissait et confirmait les travaux de Daniel Roche, mais aussi en donnait un grain. Et c'est ce rapport-là aux archives que j'aimerais, parce que vous dites l'archive d'ailleurs, vous ne dites pas les archives, oui, vous dites l'archive. Oui, on m'avait dit qu'il ne fallait pas dire l'archive, ça n'existe pas, mais bon. Donc moi, oui, je dis l'archive, mais parce que je crois que ce qui m'est arrivé, en somme, c'est que quand j'entrais aux archives, en effet, j'y allais tous les jours, j'avais toujours eu l'habitude, même quelquefois, je ne savais pas encore sur quoi j'allais travailler, entre deux ouvrages, et j'y allais comme une flânerie, entre guillemets, c'est-à-dire que j'allais prendre une boîte au hasard, et je me disais, là, peut-être quelque chose qui va me faire surgir une idée, etc. Mais c'est surtout que j'étais... je crois que c'est ça qui a été très important pour moi et qu'après j'ai pu écrire Le goût de l'archive, c'est que j'avais ce rapport très physique et très sensuel avec les archives, les manuscrits, et j'ai tout de suite recopié à la main. Absolument, je prenais jamais de notes sur les interrogatoires ou les témoignages. Je prenais pas des notes parce que je me disais mais c'est pas possible, je vais pas revenir avec des notes à la maison. Alors que là, il y a des paroles dites, mais il faut absolument, pour moi, elles étaient extraordinairement importantes. Et donc ça prenait un temps fou. Donc et puis c'était émotionnellement, vraiment, il faut le dire. Maintenant j'ai moins peur. Avant c'était c'était un peu difficile de dire qu'on était pris émotionnellement par les archives, parce qu'en histoire, il faut, la vérité, même si elle n'existe pas, on vous dit qu'il faut être quand même dans un trajet assez droit, rectiligne. Et en fait, moi, j'étais dans un univers totalement ébouriffé. Et il fallait qu'à la fois je montre que cet univers est totalement ébouriffé, et en même temps, qu'est-ce qui est important de dégager dans tous ces événements et dans toutes ces archives, avec justement sans prendre de notes, parce qu'il faut absolument les recopier à la main pour qu'après, quand on va écrire son livre, on soit encore avec elle. Ou quand on va travailler sur le plan, etc., on soit encore avec elle. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et c'était un rapport... sensuel, ce fait que maintenant, moi, je suis très triste parce qu'elles sont numérisées. Mais bon, les gens sont gentils avec moi, alors ils me les apportent non numérisées en se disant, la pauvre, là. Mais dans ce rapport très, vous avez dit même, sensuel aux archives, il y a un acte de violence qui est très fort, qui est un acte d'extraction. Au fond, vous arrivez et vous êtes ému par l'archive, il n'empêche que vous sortez votre scalpel et que vous découpez, non pas évidemment les archives, mais vous découpez des fragments. Oui. Et ça, c'est peut-être, parce que je n'ai pas évoqué je n'ai pas dit cela, mais au fond, Arlette Farge, historienne, c'est un style, c'est une autrice, au sens où vous avez développé progressivement, imposé une écriture de l'histoire. Oui. Et donc, je voudrais vraiment revenir sur ce geste-là c'est pas seulement copier les archives, parce qu'on peut les copier intégralement,
Mais non, c'est extraire quelque chose, c'est prendre, c'est couper dans l'archive. Oui. Oui, bien sûr, c'est coupé dans l'archive. Je ne vais pas passer ma vie à recopier toutes les archives, effectivement. Mais c'est parce que saute aux yeux, quand même, dans la foule des innombrables archives de police, des choses dont... Je vais prendre un exemple. Par exemple, je travaillais sur une série qui était quand même assez connue à l'époque. Il y avait déjà des historiens qui travaillaient dessus. Et c'était avant, c'est ce qui m'a fait écrire Le bracelet de parchemin. Et moi, j'étais sur ces mêmes archives. Et dans ces archives, il y avait des noyés, et donc il y avait des procès-verbaux de noyés, de gens qui étaient morts sur les routes, etc. Et dans les villages, ou dans les villes, ou à Paris, on recueillait ces cadavres. Et il y avait vraiment une description vraiment très, 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 très précise et très impressionnante, avec les couleurs des robes, voilà, comment étaient les chemises, les bonnets. Et puis, et ça avait été étudié, donc ça je savais. Et je m'aperçois en travaillant que dans les poches, il y a énormément de choses, et qu'il n'en a jamais été question, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de traces d'écriture, c'est-à-dire que, voilà, on porte sur soi, même si on est, voilà, en exode rural, sur la route, ou bien même pour aller chercher un travail, eh bien, on a une trace d'un écrit. Si on est soldat, on peut avoir la trace d'un congé de soldat. On a une prière, on a une lettre, on peut avoir une lettre, des lettres qui étaient parfois écrites en phonétique, etc. Donc, une fois l'émotion, quand même, c'est vrai, qui est présente, moi, j'ai ressenti une espèce de colère. Je me disais, mais quand on travaille sur les pauvres, comme on dit, on ne travaille jamais sur leur culture, sur leur culture, que c'est des gens qui pensent. Et alors, en même temps, j'avais cette idée-là à cause aussi de tout ce qui se passait, des gens dans la rue au XXe siècle, quand je sortais des archives que je voyais. Et donc, je me disais, on ne s'est jamais demandé s'ils avaient un livre, s'ils avaient... voilà, c'est les SDF, comme on dit, et pour le XVIIIe, c'est les pauvres. Et ça, j'étais dans une espèce d'agacement, je me souviens, et c'est ainsi que j'ai écrit Le bracelet de parchemin. Le bracelet de parchemin, parce que c'était quelque chose qu'on retrouvait dans les poches, qui était porté au poignet, et avec le nom, c'était des gens qui se sauvaient de l'hôpital. Bon, c'est un oui, parce problème. que ces archives, oui. Donc que vous labourez, Oui. Quand vous les labourez, au fur et à mesure, remonte quelque chose qui a été de fait totalement minoré, Oui. qui est ce qu'on appelle la littératie. Au fond, ce rapport de ces individus les plus humbles à l'écrit. Et quand vous publiez Le bracelet de parchemin, c'est pour beaucoup aussi de lecteurs, mais aussi de collègues, l'impression que quelque chose a été laissé de côté quant au rapport au corps. Alors vous parlez d'émotion, mais en fait, ce qui... Dans Le bracelet de parchemin, qui est un livre vraiment important, me semble-t-il, comme beaucoup d'autres que vous avez écrits, mais important aussi dans ce qu'il dit de cette inscription au monde. Oui. Parce que ce sont des acteurs de l'histoire. C'est oui. bien ça que vous écrivez. Oui, bien sûr. Mais en même temps, là, si on parle de ce livre-là, ce qui m'importait, puisque vous parliez aussi d'écriture, c'était d'enfreindre la loi habituelle de la non-subjectivité de l'historien, c'est-à-dire que par moment, lorsque j'explique ces petits billets retrouvés dans les poches, j'exprime en même temps, alors je ne passe pas au jeu, je ne dis pas « je » parce que c'est interdit, mais j'exprime la colère quand même. Et ça, après, ça a posé question, effectivement, des discussions avec certains historiens. Bon, voilà. Mais ça, c'est des discussions intéressantes, d'ailleurs. Mais vraiment, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, pourquoi, lorsqu'on trouve des choses absolument
étonnantes, qui n'avaient jamais été sues, qui sont très vivantes, qui sont fortes, qui sont intéressantes, faudrait-il les remettre encore dans je sais pas, ce lieu calme et impassible que serait un siècle, même si tout le monde connaît les grandes émeutes, etc. Mais comme si entre les émeutes, il y avait un calme plat. Enfin, moi, je pensais toujours à la mer. Vraiment, c'est des vagues. C'est vrai que j'avais un rapport assez maritime avec ces fonds d'archives. D'ailleurs, ça s'appelle des fonds d'archives, et qui multiplient les vagues de savoir. Mais faut-il encore les reconnaître? Faut-il encore savoir, être frappé par une vague, être touché par elle, ça a été pour moi l'envie de le dire, ce qui quand même, je dois vous dire, ça n'a pas été si simple. C'est pas un parcours. Oui, parce que est-ce qu'on peut parler un peu des conflits? Parce qu'on parle jamais des conflits. Alors, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits sur le fait aussi que vous avez été parmi celles et ceux qui ont déplacé la notion d'événement. Oui, totalement. En reprenant avec Pierre Laborie, mais aussi avec les antiquisants, c'est-à-dire en parlant d'événements de faible intensité, bien sûr. comme Paul Veyne. Donc, ça c'est un moment historiographique important, parce que c'est vrai que nos disciplines, et surtout peut-être les disciplines les 18e, 19e et 20e siècles, sont très marquées par ces événements, pas seulement les révoltes, mais les guerres, même si vous avez travaillé sur la guerre. Alors, on ne peut pas parler de conflit, moi je n'ai pas vécu dans le conflit. J'ai vécu dans la sensation très grande qu'il n'est pas très drôle d'être à l'écart, d'être pas dans la norme, ce qui est pas simple à vivre, à la fois d'être beaucoup en contact avec tout ce qui se passait dans l'école, à faire des séminaires, etc. Et pour ça, la rencontre avec Pierre Laborie a été fondamentale pour moi, puisqu'on travaillait tous les deux sur l'événement, lui sous l'occupation et moi au XVIIIe siècle. Mais je veux dire, il n'y avait pas de conflit, on ne m'a jamais dit « c'est pas bien ce que tu fais ». On ne m'a rien dit, plutôt. J'ai toujours senti, pendant longtemps, un véritable écart. Mais bon, ça ne rentrait pas dans le chemin traditionnel, même après que j'ai fait la rencontre avec Foucault, puisque même le désordre des familles a été, lui, mal perçu. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cet écart, au fond, vous en avez fait aussi quelque chose en ce sens que vous l'avez accru? Oui. C'est-à-dire dans l'écriture, on a parlé du fragment, de l'extraction du fragment, qui est, quand on parle avec un certain nombre d'historiennes et d'historiens, extraire un fragment d'archive, c'est comme extraire une image, un photogramme d'un film. Oui, oui. C'est quelque chose de... c'est pas de la profanation, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement contraire aux règles. Et Foucault parlait de narration. Vous avez fait de ces fragments des narrations. Et je voudrais, dans cette seconde partie de l'entretien, revenir sur ces formes d'écriture, parce qu'on a parlé du dépouillement, très important, qui est quotidien, et puis ce qui constitue vos archives, au fond. Vous constituez, à côté des archives du Châtelet, des archives qui sont les vôtres, sur 30 ans, 40 ans. Et puis, comme dans le dernier livre, vous revenez, vous reprenez des éléments, vous les... je ne dirais pas... je ne parlerai pas de couture, je parlerai de montage. Vous les montez. Et ça, c'est une opération qui ne va pas de soi, enfin, qui ne va pas de soi, qui n'est pas... qui peut inquiéter, qui peut aussi dérouter, qui ne fait pas école. Parce que ça, en fait, on ne peut pas faire comme Arlette Farge. On peut, oui. Non, mais je ne le dis pas de manière flatteuse. Oui, oui. Je dis c'est un geste d'auteur.
Et je voudrais avoir votre on m'a toujours à deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord que, effectivement, une réflexion est souvent venue à mon sujet, mais pourquoi tu n'écris pas des romans? Ce qui, moi, me froissait, parce que moi, je cherchais la vie de gens qui avaient vécu, et d'un rapport passé-présent très fort pour moi. Et la fiction, c'était vraiment le contraire de ce que je voulais faire. Donc, donc je sentais bien que par ces réflexions-là, on me mettait un peu du côté de la fiction, ce que j'ai toujours refusé. Comment j'aurais pu aller dans la fiction alors que j'étais devant tant de personnages, d'événements, d'hommes et de femmes, d'enfants, dont j'avais envie que beaucoup de gens savent quelque chose. Pourquoi j'aurais été inventer des personnages? C'est ce monde des archives qui m'a permis d'avoir un langage qui voulait en fait avoir le rythme des modulations rencontrées, des ruptures, des disruptions, etc. Donc effectivement, j'ai essayé de travailler l'écriture comme pouvant correspondre, c'est impossible, mais correspondre en fait aux événements rencontrés ou au type d'objet que je travaillais. Donc après, je ne me suis pas rendu compte que que je suis autrice, comme vous dites. Après, on m'a dit, tu es un écrivain. J'ai toujours refusé ça. Je ne suis pas écrivain. Oui, mais il y a toute une génération en même temps d'historiennes et d'historiens. Je pense évidemment à une figure qui est très importante pour vous, qui est celle de Michel de Certeau. Oui, bien sûr. Michel de Certeau, on pourrait dire aussi que sa langue, son écriture de l'histoire, pour reprendre un titre d'un de ses livres, mais c'est pas le rapport à la fiction en fait, c'est la singularité de l'écriture. Parce que le rapport à la fiction, en somme, il y a beaucoup d'écrivains et vous en lisez beaucoup. Je pense à des auteurs qui ont été importants pour vous, à Pierre Michon, à Pascal Quignard, qui travaillent avec le passé, qui travaillent avec bien sûr. Donc, c'est pas tant ça, c'est plus ce souci de l'écriture. Parce qu'il y a le goût de l'archive, mais moi je dirais qu'il y a le souci de l'écriture aussi. Oui, bien sûr. Je ne sais pas trop comment expliquer ça sur l'écriture, parce que à la limite, j'en ai jamais fait quelque chose à part dans ma tête, c'est-à-dire tout s'enchaîne à partir du moment où je dépouille l'archive, ou après j'ai un projet, après je travaille à le structurer, à le rendre compréhensible, et après j'écris. Et tout ça, c'est un mouvement chaloupé, finalement, qui arrive jusqu'à son extrême, c'est-à-dire à l'écriture, et qui n'a pas... Pour moi, c'est vrai, c'est ce que j'aimais bien quand je commence un livre, c'est cette espèce de période... Oui, comme les vagues encore un peu, moi je ne sépare pas le moment où je suis aux archives et le moment où j'écris. C'est une espèce de processus qui découle vraiment l'un de l'autre. Par contre, quelque chose qui m'avait beaucoup influencé, c'était La Nuit des prolétaires de Jacques Rancière. Ça, je crois que pour moi, ça a été vraiment extraordinaire. Ça a été un moment qui a déclenché beaucoup de choses chez moi. Oui, parce qu'il y a ce moment aussi où vous collaborez avec Révolte Logique. Oui, c'est ça. Oui. Vous écrivez dans Révolte Logique. Il y a une proximité forte qui en fait correspond aussi à la fin des années 70, à ce souci d'inscrire l'histoire dans le présent. Qui est quelque chose que vous avez précédemment évoqué dans l'entretien. Je pense à ce livre avec Jean-François Lahaye sur un journal d'hommes à la rue, qui là provoque chez vous aussi un intérêt, le présent vient re-questionner le passé.
j'ai le même rapport aux archives que j'ai un rapport, alors des gens diraient névrotique, je ne sais pas, mais à l'information. C'est-à-dire je lis beaucoup de journaux, etc. Je suis immergée aussi dans la contemporanéité des événements et dans laquelle je vis. Parce que, bon, l'histoire des femmes, par exemple, c'est pour ça, enfin, à chaque fois, ça colle avec des événements. Voilà, la rencontre avec le féminisme aux États-Unis qui me rend différente, forcément, puisque quand je rentre à Paris, bon, ben, c'est l'histoire des femmes, etc. Et si on est historien et qu'on n'est pas ébranlé par le présent, c'est pas la peine de faire de l'histoire. Ouais, mais vous faites des livres. Bah oui. Non, mais c'est important parce que vous faites des livres enfin, vous faites des livres parce que c'est des livres gestes. C'est des livres d'intervention. C'est quasiment des livres d'intervention. Oh, faut pas exagérer. Non, mais c'est en tout cas comme ça aussi que vous les accompagnez. Oui, oui. Je ne fais que me faire l'écho de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce sont c'est faire entendre, prêter attention aux propos des humbles, mais c'est aussi être attentif aux détails, aux moindres détails, à la petite narration, aux petits éléments qui font histoire. Ça veut dire aussi être attentif dans notre quotidien contemporain à des éléments minimes. Foucault parlait de marmonnement du monde. Je crois que, s'il y a bien quelqu'un qui a été et qui est attentif au marmonnement du monde, qui soit, comme vous l'avez dit, celui du XVIIIe ou celui du XXIe siècle, c'est bien vous. Et c'est pour ça que cette forme libre, elle n'a jamais cessé de vous tenir. Voilà. Pour vous, c'est avec, par ailleurs, la radio, parce qu'il faudra parler de la radio, deux lieux de l'historien, de l'historienne. C'est vrai que les collègues s'exprimaient plus par publication, enfin articles dans des revues, et que dès que j'étais accrochée à un objet de recherche particulier, je pensais toujours livre. Je ne pensais pas à ce système des publications qui était très fort, mais voilà, c'était un livre qui venait tout de suite. Donc ça c'est certain, mais parce que aussi j'étais plongée dans les ouvrages des autres. Donc ça faisait vraiment aussi un compagnonnage. C'est sûr aussi que c'est comme ça que je voyais le travail de De Certeau, qui allait d'ouvrage en ouvrage, ou celui de Michel Foucault, donc, ou de Pierre Laborie, dans cet historien si inquiet, si sensible, si proche des événements du jour que de ceux des années 40-45. Donc en fait, tout ça, tout ce qui m'a amené à écrire des livres, à les écrire comme vous l'avez dit, ça a été aussi par tant de rencontres, des rencontres, oui, le hasard a fait qu'il y a eu aussi beaucoup de rencontres qui ont été très très importantes pour moi et qui certainement ont modelé un rapport à l'histoire et à l'écriture. Vous dites souvent hasard. Oui, parce qu'il y a du hasard dans la vie. Oui, il y a du hasard, mais il y a aussi une soif de rencontre, un désir. Oui, bien sûr. Mais, par exemple, Michel Foucault, moi, je n'ai pas désiré le rencontrer parce que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a quand même là, il ne peut rien expliquer. Ça s'est arrivé comme ça. Oui, sauf que bon, dans Surveiller et punir, une des seules notes d'histoire contemporaine, c'est le vol des aliments. Donc ce n'est pas forcément du hasard, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque partagée. C'est pas du hasard. Et après, il y a aussi un goût pour les autres disciplines, pour les autres périodes. Vous auriez pu rester dans le 18e. Il y a beaucoup d'historiennes et d'historiens qui restent dans leur période. Vous vous déplacez et vous vous déplacez aussi. Je voudrais finir sur là aussi, sur un rapport particulier à
non pas à la littérature qu'on a évoquée, mais aux images. Parce que, entre-temps, on fait beaucoup de place aux images. Je crois que toute une génération de jeunes historiens ont une attention très grande aujourd'hui, non pas seulement aux images comme représentation, mais aux images comme objet d'histoire et aux images, y compris physiques, enfin, un rapport physique aux images, à ces archives visuelles. Vous êtes parmi les premiers à avoir publié un livre sur des photographies qui n'avaient rien à voir dans la collection de fiction et compagnie. Je publie dans une collection, justement, pas d'histoire. Là, je sais que je ne fais pas d'histoire, là. En même temps que je parle d'histoire, je choisis. Je ne suis pas dans les livres d'histoire, là. Je suis à la collection fiction et compagnie qui m'accueille. Oui, en même temps, c'est un livre d'histoire. À partir de photographies d'aujourd'hui. Voilà. Enfin, d'aujourd'hui, il y a des photographies de Cartier-Bresson, il y a des photographies dans ce... elles ne sont pas du 18e. Elles ne sont pas du 18e. Et puis, dans votre livre sur la guerre, par contre, vous décidez de travailler sur Watteau. Oui. Ah, mais ça, c'est formidable. Oui. Ça, c'est là aussi. C'est parce que Watteau, dans ses gravures, voilà, les fatigues de la guerre, c'est justement, c'est des gravures à voix basse, j'allais dire. C'est-à-dire, on ne voit pas la guerre avec les chevaux cabrés, les cadavres partout. On voit les cheminements des soldats quand ils prennent la route, ou bien on voit un couple avec une femme et son enfant sur un cheval et qui est conduite par son compagnon qui conduit le cheval. Donc il y a une espèce de douceur, de lenteur dans ces gravures de Watteau qui sont excessivement prenantes parce qu'elles montrent l'épuisement, ce que peut être l'épuisement que va provoquer une guerre. Et c'est dans des demi-teintes, voilà, il n'y a pas de geste de bravoure, il n'y a pas ce vocabulaire guerrier, et c'est la guerre. Et c'est la guerre avec la présence de femmes, puisqu'on sait qu'au XVIIIe, les femmes qui accompagnent, pour le meilleur comme pour le pire, les soldats, etc. Et c'est, bon, pour moi, je les déchiffrais un peu, j'y regardais de gauche à droite et puis de droite à gauche, je les déchiffrais comme je déchiffre les archives. Dans votre écriture, il y a cette influence du montage cinématographique, du mouvement et du plan fixe, et puis du travelling très lent. C'est peut-être aussi introduire une forme d'écriture. On a beaucoup parlé du fragment, mais là, une forme d'écriture qui est celle d'un mouvement de caméra. Vous allez dire quelque chose sur ça, parce que c'est quand même fort chez vous. Effectivement, le cinéma était très, très fort pour moi, et je pense surtout le film qui m'a... Sans doute, il est paru à un moment où je me demandais, est-ce qu'on se pose des questions quand même sur ce qu'on fait, et où je m'interrogeais sur ce que je faisais. Et à ce moment-là, sort le film des frères Dardenne, Rosetta. Et ce film, il m'a vraiment bousculée, parce que cette femme, à l'intérieur du film, qui se débat comme on ne voit jamais des gens se débattre pour arriver à avoir une vie, à avoir un travail, alors qu'elle vit avec sa mère qui est alcoolique, etc. Et qu'on voit plonger finalement de façon tellement étonnante par son corps, d'ailleurs très particulier. Parce que les frères Dardenne la filment de derrière. La filment de derrière, comme ils font souvent. Bon, j'ai plein d'images dans la tête, et je suis sortie de ce film, et j'ai beaucoup repensé, comme quelquefois on est habité par un film, et je me suis dit, je continue. Je continue à creuser, comme quand elle creuse un trou pour cacher ses bottes, par exemple, à un moment où ces mouvements où elle porte des sacs de farine énormes sur la tête. Et moi, je me dis, je continue à creuser. C'est drôle, quoi. Enfin, je veux dire, je m'étonne moi-même de ce qui s'est passé, mais ça a été vraiment, vraiment
un moment particulier, pour le coup, où je me suis dit, j'y vais, je continue. Merci beaucoup, Arlette Farge. Merci à vous, surtout. Merci.